Effectivement, il y a des espèces qui risquent de disparaître parce que les conditions ne seront plus adaptées à ces espèces. D'autres seront toujours là. Ces forêts seront peut-être plus clairsemées. Elles seront peut-être aussi plus sensibles aux attaques de ravageurs. Quand la canicule et les fortes chaleurs sont écrasantes, elles s'imposent comme des spots de fraîcheur incontournables, les forêts. Des refuges arborés et végétalisés, foisonnant d'espaces ombragés, qui offrent de surcroît des bouffées d'oxygène beaucoup plus respirables quand les villes et leurs habitants suffoquent sous l'effet de la pollution atmosphérique. Mais comment ces forêts, et particulièrement leurs principaux habitants, les arbres, sont-ils amenés à évoluer dans un contexte climatique qui prévoit une France à plus 4 degrés en 2100 ? Sont-ils en capacité de s'adapter à des périodes de stress hydrique toujours plus récurrentes et plus intenses, qui impactent considérablement la production d'oxygène et la captation du dioxyde de carbone ? Et qu'en est-il particulièrement des essences qui peuplent les massifs forestiers méditerranéens, à l'image de l'illustre chêne pubescent ? Ces questions, Catherine Fernandez, professeure à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie de l'Université Aix-Marseille, tente d'y répondre par le biais de la recherche et de l'expérimentation. Entourée de ses équipes et de partenaires, dont Atmosud, elle scrute depuis 2009 le comportement d'arbres volontairement privés d'eau sur la plateforme expérimentale de l'O3HP, installée sur le site de l'Observatoire de Haute-Provence. Elle est aujourd'hui l'invitée de ce nouvel épisode d'Inspirons. Vous écoutez Inspirons, le podcast Air, Climat, Énergie d'Atmosud. Bonjour Catherine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce nouvel épisode d'Inspirons qui pose cette épineuse problématique de l'évolution de nos forêts méditerranéennes et des arbres dans un contexte d'actualité qui est malheureusement terrible aussi, puisque on vient d'assister à cet incendie qui a sévi au Pen Mirabeau et dans les quartiers nord de Marseille. Et vous êtes en fait à l'origine de la création de cet observatoire expérimental et de recherche dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce que vous pouvez nous retracer la genèse de la création de cet observatoire et surtout sa vocation ? Bien sûr. Alors c'est un travail d'équipe. Il y a quelqu'un qui est vraiment à l'origine, c'est Thierry Gauquelin, qui était professeur aussi à Aix-Marseille Université. Et l'idée, c'était de voir dans la nature, parce qu'on fait beaucoup d'expérimentations en serre ou en petit jardin, mais voir dans la nature, sur des forêts déjà matures, quelle est la réaction de cet écosystème quand il est privé d'eau, et quand il est privé d'eau de manière aggravée. Donc on a eu l'idée de poser un toit sur la forêt, un toit qui est rétractable, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas l'eau tout le temps, on l'enlève à certaines périodes, pour enlever environ 30% des précipitations, qui correspond en fait au scénario du GIEC. Vous avez parlé des plus 4 degrés, mais il y a accompagnant ces plus 4 degrés, il y a aussi moins 30% de précipitations. Oui. Donc on enlève artificiellement 30% des précipitations sur une partie de la forêt et on compare avec le reste de la forêt pour voir comment les arbres réagissent. Et justement, en fait, depuis l'implantation de cet observatoire, c'était en 2009, c'est ça ? Voilà, alors on a commencé en 2009. Et depuis, on exclut régulièrement donc une partie des précipitations. Et donc, on a depuis une bonne dizaine d'années, un petit peu plus même, une sécheresse récurrente sur cette parcelle. Et qu'est-ce que vous observez ? Comment ils réagissent ces chênes pubescents à cette privation d'eau qui les place en situation de stress hydrique ? Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a déjà un stress hydrique naturel en Méditerranée. Les arbres sont soumis à... On le voit, il pleut faiblement, régulièrement en Méditerranée. Et donc, on a déjà une zone de sécheresse. Donc là, c'est une sécheresse qui est encore plus marquée. Et certaines années, d'ailleurs, on n'exclut pas totalement 30% des pluies parce que ça mettrait en péril cette forêt expérimentale. Mais ce que l'on peut voir, c'est déjà, d'un point de vue physiologique, on a une baisse de la photosynthèse. Je rappelle, les arbres captent le CO2 et stockent le carbone sous forme de bois, grandit, forme des feuilles, etc. Donc on a un ralentissement de cette photosynthèse. On a souvent des feuilles qui sont un petit peu plus petites, plus fines, moins adaptées vraiment à la sécheresse. Et nous, on ne le voit pas encore parce que ce sont des arbres assez anciens. Déjà, ils ont plus de 60 ans. Une baisse de croissance également. Mais ça, c'est à plus long terme.
Ouais. Alors j'en profite et je vais le faire avec vous, mais pour rappeler en fait ce rôle très important que jouent les arbres et les forêts dans la production d'oxygène, la captation du dioxyde de carbone. Mais il y a aussi en fait que quand ils sont soumis à des stress hydriques trop importants, mais du coup ils jouent plus ce rôle. Oui, exactement. On se rend compte que certaines forêts, quand le stress hydrique et la température sont trop importantes, font toujours de la photosynthèse, mais de manière très très faible. Donc, ne sont plus des puits de carbone. On dit qu'il y a un puits de carbone quand le CO2 est capté et stocké, mais ils vont être des émetteurs de carbone. Parce que la plante, en même temps qu'elle fait la photosynthèse, ces plantes respirent aussi, comme nous. C'est-à-dire qu'on va rejeter du CO2. Et quand la balance entre le CO2 capté, stocké et le CO2 rejeté n'est plus à l'équilibre ou n'est plus positif, eh bien à ce moment-là, on a une émission de carbone plutôt qu'un stockage de carbone. Et avec la sécheresse et la température, on peut arriver à cette balance entre les deux, et c'est là où on voit que la forêt ne peut plus jouer ce rôle de puits de carbone. Et tout ça s'accompagne aussi que justement, au lieu d'absorber les émissions carbone, les arbres vont avoir tendance à les rejeter, à les réinjecter dans l'atmosphère, c'est ça ? Alors, en plus de la croissance et de la reproduction qu'on appelle le métabolisme primaire, parce que c'est la base du métabolisme, il y a un métabolisme qu'on appelle spécialisé, qui sont la formation de composés de défense. C'est-à-dire que l'arbre va faire des composés qui sont souvent des antioxydants. On en a tous entendu parler, même pour nous. Donc, ils fabriquent des antioxydants pour protéger leurs cellules, pour protéger leurs tissus. Et ces composés, en particulier, ce sont soit des composés phénoliques, soit des composés organiques volatiles qui vont être réémis sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Et ces fameux composés organiques volatiles vont être des précurseurs de la pollution à l'ozone, une pollution qu'on connaît très bien en fait en saison estivale dans le sud et qu'on craint parce qu'elle accompagne les épisodes de forte chaleur et de canicule, et du coup ça pose aussi des questions de santé publique. Exactement. La forêt n'est pas un précurseur lui-même de pollution. Ces composés organiques volatiles peuvent réagir dans l'atmosphère avec des oxydes d'azote qui sont issus de nos activités anthropiques, issus de l'activité de l'homme. C'est-à-dire tout ce qui est émission d'oxyde d'azote par les voitures, par les usines. Et lorsque ces composés sont émis et qu'il y a ces oxydes d'azote, donc il faut que ce soit à côté de ces producteurs, eh bien, il y a une réaction chimique au sein de l'atmosphère et l'ozone peut se former. Évidemment, il faut en plus de la chaleur, de la lumière et du soleil. Donc effectivement, ces forêts participent à la pollution atmosphérique quand il y a à côté une pollution anthropique. Oui, ce qui pose et qui pointe du doigt cette épineuse question aussi de la renaturation des villes. Donc beaucoup de collectivités et de communes se saisissent aussi en voulant planter beaucoup plus d'arbres et d'espaces hébergés, et ça montre en fait que toutes les essences d'arbres ne sont pas propices à planter. Alors, il faut bien comprendre que l'arbre en ville est vraiment quelque chose d'essentiel pour faire baisser la température. En plus de respirer et de stocker du carbone, l'arbre transpire. On appelle ça l'évapotranspiration. C'est-à-dire qu'il va y avoir une émission d'eau sous forme gazeuse qui rafraîchit. C'est une climatisation naturelle en fait. Je crois qu'un arbre, c'est presque une quinzaine de climatiseurs. Ah oui Oui. Ah oui, à ce point-là. Dans la ville, avoir de l'ombre qui fait baisser de plusieurs degrés déjà la température sous un arbre, plus cette évapotranspiration qui rafraîchit aussi, c'est vraiment essentiel pour enlever les îlots de chaleur que l'on trouve en milieu urbain. Mais effectivement, il faut bien choisir les essences, c'est-à-dire bien choisir les espèces que l'on va planter. Il y a des espèces qui sont fortement émettrices, comme le chêne pubescent par exemple, que l'on étudie, qui est un des plus gros émetteurs en Europe. Donc en ville, c'est pas forcément la meilleure idée. Et puis il y a des faibles émetteurs comme les tilleuls ou les érables qui vont avoir beaucoup moins d'émissions et qui seront donc plus propices à être plantés si on ne veut pas avoir effectivement ce cocktail entre oxyde d'azote, COV en ville pour faire de l'ozone. Et qu'est-ce qu'il en est de nos platanes qu'on voit partout en Provence? On les a beaucoup plantés en monoculture pour jouer contre le rôle de la pollution. Aujourd'hui, on conseille plus d'aller justement vers une multiplication, une diversification des espèces. Il faut diversifier les espèces, il faut
essayer d'avoir des espèces aussi qui sont adaptées à nos climats. Faire venir un arbre qui pousse typiquement en Norvège et le planter à Marseille, c'est pas une bonne idée, hein. Donc il vaut mieux utiliser des essences qui sont naturellement ici sur nos territoires. On sait que le platane émet quand même des émissions de COV, mais moins par exemple qu'un chêne pubescent ou qu'un pin d'Alep. Dans certains genres, comme le chêne, Quercus, le chêne pubescent émet beaucoup, le chêne vert émet beaucoup, mais il y a d'autres chênes qui émettent quasiment pas. Donc il faut regarder les essences, il faut avoir ces données, elles ne sont pas toujours disponibles, donc on a besoin des scientifiques pour analyser ces émissions et pour faire des inventaires d'émissions qui nous permettront de qualifier une espèce comme faiblement émettrice ou forte émettrice. Et ça, ce sera une des clés de choix que l'on va mettre à disposition des politiques publiques pour bien choisir les espèces qui seront plantées. Oui, en fait, les politiques publiques, je pense, ont besoin aussi de cet accompagnement parce que le réchauffement climatique et la façon dont il faut s'adapter, on ne sait pas toujours comment faire et c'est important de mettre les connaissances et les expertises ensemble pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Exactement. Il est très important, souvent on dit les chercheurs cherchent, trouvent pas forcément, etc. Nous sommes vraiment main dans la main avec les mairies, avec Atmosud. Nous travaillons de concert. Nous finançons des doctorants ensemble pour répondre aux questions qui vont les aider et qui vont nous permettre, nous aussi, d'avancer dans nos recherches. Donc, par exemple, quand on a besoin de modéliser la formation d'ozone, on a besoin de connaître les émissions de COV des plantes qui sont sur le territoire. Et nous sommes là pour accompagner Atmosud, pour leur donner des inventaires des espèces présentes sur le territoire et de savoir aussi, par exemple, la cartographie du territoire. On a vu, il y a des feux, d'une année sur l'autre, une forêt peut disparaître. Il va falloir adapter les émissions, il va falloir comprendre et on pourra mieux modéliser, mieux connaître les épisodes d'ozone et mieux avoir des actions pour les limiter. Et donc, nous, on est là pour accompagner et donner des données d'entrée de ces modèles pour répondre aux questions que l'on nous pose. D'ailleurs, Atmosud avait déjà mis en place avec vous un partenariat où vous aviez observé, suite à la canicule de 2023, qui avait été particulièrement intense, comment se comportait cette forêt de chênes pubescents que vous observez donc dans les Alpes de Haute-Provence. Et qu'est-ce qui était ressorti ? Alors, on voit que, justement, le fait d'avoir fait de manière expérimentale une sécheresse aggravée, on a pu avoir les données qui prédisent ce qui va se passer. Et on peut ainsi mieux modéliser en disant quand on a X jours de pluie, au lieu de mettre quelques grammes de COV émis, on va en avoir 10 par exemple. Et donc, on va pouvoir adapter le modèle en fonction de la météo qui est présente. Au lieu de donner une valeur moyenne par exemple. On va pouvoir de mieux en mieux modéliser parce qu'on va avoir des données de plus en plus fines qui vont nous permettre d'adapter les modèles et de mieux prédire ce qui va se passer. Et de pouvoir aussi réagir. Réagir, c'est-à-dire qu'on va limiter la vitesse des voitures pour avoir moins d'oxyde d'azote. Il y a les circulations alternées dans certaines villes. Il y a beaucoup de possibilités d'agir sur les oxydes d'azote qui sont... on ne peut pas demander aux arbres d'arrêter d'émettre leur COV. Bien que si la température est très très forte et s'il y a très très peu d'eau, même les défenses sont limitées. Au bout d'un moment, l'arbre ne peut même plus se défendre quand il est en souffrance extrême. Mais on peut agir sur nos comportements en tant qu'humains et donc pouvoir limiter notre partie de pollution et donc limiter ensuite la formation d'ozone. Vous avez perdu beaucoup d'individus, de chênes sur cette passerelle au cours des années ? Non, pour le moment, on ne perd pas d'arbres. On peut perdre certaines branches. Il y a parfois, l'arbre choisit de maintenir certaines branches et pas d'autres. On a plutôt une limitation, comme je disais, de croissance et limitation de feuillage, mais on n'est pas encore à des mortalités. En tout cas, les chênes pubescents sont quand même assez adaptés, bien qu'on soit en limite sud de cette espèce. C'est ça qui est intéressant aussi à l'O3HP, c'est qu'on est vraiment dans cette limite et on va pouvoir voir comment il réagit de manière assez marquée. Alors là, vous travaillez, vous, sur des espèces qui ont des dizaines d'années, comme vous l'avez dit. On pense évidemment aussi à tous ces nouveaux arbres, toutes ces nouvelles espèces, donc des bébés, entre guillemets, qui vont devoir grandir, notamment dans les villes. Est-ce que les conditions sont propices ? Parce que les villes amènent aussi la question de la notion de sol vivant.
Alors, sur notre parcelle, on voit qu'on a moins de régénération, donc moins de petits arbres, parce qu'il y a aussi parfois moins de reproduction, moins de formation des glands qui vont permettre de germer, mais aussi les petits arbres, souvent, peuvent être amenés à mourir au bout de quelques années de sécheresse aggravée. En ville, souvent, on plante déjà des arbres qui sont assez grands pour pouvoir supporter justement ces chaleurs, mais il faut aussi les planter au bon moment, à l'automne ou en hiver, pour que le développement soit maximum. Et il faut aussi planter avec des quantités de sol relativement importantes. On sait, j'ai parlé tout à l'heure de l'évapotranspiration, mais si on met un arbre dans un petit bac, l'eau sera limitée, donc l'évaporation ne sera pas effective. C'est pour ça qu'on désimperméabilise. Oui. Qu'on remet du sol à nu, ça permet d'absorber l'eau plutôt qu'elle soit ruisselée sur nos sols imperméabilisés, et ça va remettre aussi de la biodiversité dans les sols. Et cette biodiversité va accompagner la fertilité du sol et donc la qualité pour pouvoir avoir un développement maximal des plantes que l'on va planter. Alors Catherine, est-ce que le professeur des universités que vous êtes envisage aussi la possible disparition des forêts et des arbres dans les années à venir, sous l'effet de l'impact du stress hydrique qu'on vient d'évoquer, mais aussi des forêts, des incendies qui ne cessent de se multiplier dans les années. Là, j'ai été rechercher une donnée dans le dernier inventaire Air, Climat, Énergie annuel d'Atmosud, où en fait on notait que sur la période 2012-2022, les émissions de PM2,5, donc les particules dues au feu de forêt, ont progressé de 7 à 30%, et qu'elles sont devenues le second vecteur d'émissions de particules fines PM2,5 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le tableau, il n'est pas très glorieux. On le sait, comment ça risque d'évoluer. Effectivement, il y a des espèces qui risquent de disparaître parce que les conditions ne seront plus adaptées à ces espèces. D'autres seront toujours là. On a une vision des espèces qui peuvent être maintenues en regardant simplement de l'autre côté de la Méditerranée. Tous les pays du Maghreb, comme le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, on a des forêts de chênes, on a des forêts également de pins. Donc on peut maintenir ces forêts, mais effectivement, ces forêts seront peut-être plus clairsemées, elles seront peut-être aussi plus sensibles aux attaques de ravageurs, ces insectes qui vont manger ces feuillages, ou il y a des champignons aussi, enfin, ils seront plus sensibles aux maladies, comme nous, quand on est affaibli, on est plus sensible aux maladies. On risque d'avoir plus de mortalité qui sont dues non seulement à la sécheresse et à la température, mais aussi à ces attaques de ravageurs. On le voit dans le nord de la France actuellement, où il y a certains dépérissements des forêts, avec beaucoup de surfaces qui sont impactées. Ensuite, il faut bien voir que les incendies aussi risquent d'être plus nombreux, et on risque d'avoir effectivement des forêts qui brûlent. Et on sait que pour revenir à une autre forêt, il faut une bonne 50aine d'années. Donc il ne faut pas que le feu repasse régulièrement. Et oui. Ensuite, on va avoir des formations basses de type garrigue ou maquis qui risquent de s'installer et ne pas redonner des forêts, en tout cas à court terme. Et la notion de migration des espèces est vraiment très importante. On sait même ici en région sud qu'il y a par exemple le projet Gionio qui a été initié par l'Office national des forêts. La forêt de la Sainte-Baume y participe, donnant des petites graines de hêtres qu'ils élèvent dans des pépinières pour les replanter du côté de la Meuse et voir comment tout ça s'adapte. Mais comme vous le dites, ça se fait pas non plus sans des risques, des dommages collatéraux, quoi. Exactement. Alors, on essaye de voir ce qu'on appelle les migrations assistées, c'est-à-dire prendre des petits arbres ou des graines provenant d'endroits qui simulent le climat que l'on aura d'ici quelques années. Par exemple, pour nous, en Méditerranée, on va regarder dans le sud de l'Espagne s'il n'y a pas des chênes qui sont mieux adaptés que, par exemple, le chêne pubescent. Et on va bien planter ces espèces et regarder comment elles évoluent et si elles sont mieux adaptées. Donc effectivement, il faut faire attention à ne pas accompagner ces migrations des ravageurs qui sont présents dans ces zones d'origine et de les amener dans les zones qui les accueillent. Nos espèces à nous de Méditerranée sont testées plus au nord sur le territoire français, mais pour essayer d'adapter. Parce que normalement, il y a des migrations naturelles qui se font, mais elles prennent des centaines d'années. Et bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Voilà. Là, le climat change tellement vite, mais qu'on accompagne ce changement également. Merci beaucoup à Catherine d'être venue explorer avec nous et poser cette problématique du devenir de ces poumons verts de l'humanité que sont les forêts et les arbres, et particulièrement dans cette situation ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Je vous dis aussi merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs, pour votre nouvelle écoute. Vous êtes en effet de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner chaque mois à la chaîne podcast Inspirons d'Atmosud, ce qui fait du bien évidemment chaud au cœur et qui témoigne de votre intérêt renouvelé pour cette question essentielle qui est celle de la qualité de l'air que nous respirons au cœur des grands enjeux climatiques. On se retrouve en septembre, après une période de pause estivale que je vous souhaite tout aussi ressourçante que bienfaisante. Un bel été à toutes et à tous, et n'oubliez pas de prendre soin de vous.